Bonsoir tout le monde. Vous vous souvenez que la semaine dernière, enfin, ceci vous aide à vous souvenir, que la semaine dernière, donc on avait vu cette analogie qu'établit Platon entre l'univers sensible dans lequel le soleil est condition de la vue du sensible et les idées, l'ensemble que forment les idées, cet ensemble qui est intelligible, c'est-à-dire pensable, et où c'est l'idée de bon qui est la condition de la pensée, hein, en tant qu'elle produit la vérité et qu'elle les garantit aussi de l'être de cet intelligible. Donc on avait essayé une interprétation de cette... comment il fallait comprendre cette affirmation de Platon que l'idée de bon est particulière parmi l'ensemble des idées en ce qu'elle justifie, en somme, pourquoi les idées sont ce qu'elles sont, donc l'être des idées, et elle justifie aussi la pensée en rendant la pensée possible par la vérité. C'est-à-dire, comme on l'avait dit, s'il n'y a pas de vérité, si au moins on ne postule pas qu'il y a quelque chose à connaître des choses qui n'apparaît pas au tout premier regard, si on ne postule pas ça, évidemment, on ne va pas commencer à chercher, à penser, à faire de la science, on ne va pas le faire. Il faut au moins postuler que ce qui se donne immédiatement n'est pas le tout de la chose. Et donc ça, c'est ce qu'on peut appeler au moins une première étape vers la vérité, avec l'idée que ce qui est vraiment le fond de la chose n'est pas immédiat. C'est là-dessus que repose aussi bien la science que la dialectique platonicienne, donc cette méthode pour saisir les idées. Alors poursuivant à partir de ce même schéma, Platon propose un deuxième schéma qui précisera ce que c'est que le sensible et l'intelligible. Et il propose de les figurer cette fois sur une ligne qu'on divisera en deux, donc sensible, intelligible. Et ici, comme je n'ai pas un tableau horizontal, je vais le faire en deux parties, mais en principe, elle est d'un seul tenant. Donc on dira que ceci, c'est la partie sensible, ceci, c'est la partie intelligible. Et chacune doit être à nouveau divisée en deux. Ensuite, on va voir qu'est-ce qu'il faut mettre dans les quatre sections, selon une progression, dit Platon, qui va du plus obscur au plus clair. Et ça, on va très vite comprendre pourquoi on part du plus obscur. C'est que dans la première section du sensible, donc de ce qu'on peut appréhender par les cinq sens, dans cette première section, ce qu'on a, c'est simplement les ombres, les reflets, les images des objets physiques, des objets matériels. Seulement leurs ombres, ou encore toutes les images que créent, je vais mettre ici, toutes les images que créent les humains aussi, quand ils les représentent, les choses. Donc tout ce qui est art, y compris, se trouve dans cette section-ci. Et dans l'autre section du sensible, bien sûr, ce sont tous ces objets dont on peut faire des images et qui projettent des ombres et des reflets. Donc ce sont les corps, en gros les corps sensibles. Donc ici, on a tous les corps. Et la faculté qui permet de saisir ces deux sections, on peut l'appeler en commun l'opinion. Donc c'est, comme vous savez, la grande opposition de Platon entre opinion et science. Donc le sensible, il sera saisi en commun par la faculté d'opinion. Mais Platon la divise aussi en deux. L'opinion qui saisit les corps, il l'appelle en grec pistis, qu'on peut traduire par confiance. C'est une forme de confiance que, beaucoup plus près de nous, les phénoménologues vont reprendre sous le terme de la certitude sensible. Nous avons la certitude sensible. C'est important pour notre être au monde, comme on l'a vu chez les phénoménologues. C'est-à-dire qu'il ne serait pas possible de vivre si à tout moment on doutait que ce qu'on voit est effectivement tel qu'on le voit. C'est-à-dire si on se demandait si ce plancher ne va pas se dérober sous nos pieds, si cette table ne va pas disparaître en poussière, si ce qu'on dit, le son, ne va pas cesser d'être transmis. Donc tout cet univers sensible qui nous est tout à fait familier, habituel, on n'en doute pas, ou du moins, en tout cas, justement, dans toutes ces manifestations habituelles, on n'en doute pas. Après, on peut douter de sa composition, de sa structure, de son origine, bon, tout ça, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on va interroger la science, justement, qu'on va s'interroger scientifiquement. Mais on a une confiance, disons,
général en nos sensations, hein, en ce que nous donnent nos sensations, du moins dans tout ce qui est habituel. En revanche, pour tout ce qui est ombre, image, etc., là, c'est pas pareil, parce que quand on voit une ombre ou un reflet, on peut beaucoup plus douter de s'il nous donne effectivement l'aspect de la chose ou pas. Et donc, à ce moment-là, la partie de l'opinion qui saisit ces images, il l'appelle la conjecture. On ne peut faire que de simples conjectures à propos d'une ombre ou d'un reflet. Et bon, on connaissait bien sûr à l'époque toutes sortes de cas d'illusion d'optique. Hein, par exemple, le fait qu'une rame qui est trempée dans l'eau apparaît brisée. Hein. Bon, et d'autres choses de ce même genre. Donc on sait bien qu'il y a des tas de... parce que c'est son reflet, hein, qui fausse la vision. Bref, elles sont simples, évidemment, ces deux premières sections. Mais qu'est-ce qu'on va mettre dans les deux sections de l'intelligible? Eh bien, dans la première, ce seront toutes ces choses que, dit Platon, on peut atteindre en posant d'abord des hypothèses et puis en déduisant tout ce qui découle de ces hypothèses, sans avoir recours aux sensibles. À partir de là, on n'a plus recours aux objets sensibles, ce n'est pas par l'observation qu'on va y arriver, c'est par pur raisonnement et par pure abstraction. Et ça, c'est quoi cette première section? Ce sont les objets mathématiques. Ce sont les mathématiques donc, qui sont connaissables à partir d'hypothèses simplement posées. L'hypothèse simplement posée, puisque, effectivement, à partir de certains axiomes mathématiques, on aura une série de démonstrations, mais si on pose d'autres axiomes, ce qui est parfaitement permis pour les mathématiciens, on aboutira à d'autres démonstrations, d'autres théorèmes, on fera une mathématique toute différente, et c'est parfaitement permis dans cette science. Donc les mathématiques partent d'hypothèses, et à l'inverse, dans la dernière section, ce qu'on doit faire, c'est non pas partir d'hypothèses, mais remonter au principe qui n'est plus une hypothèse, qui est anhypothétique. Donc, je pense qu'on a déjà rencontré le mot, mais hein, je le refais, ce principe anhypothétique, donc c'est la négation d'une hypothèse. Bon, bien entendu, ce sont les idées. Hein. C'est la multiplicité des idées. Comment est-ce qu'on peut dire que... pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'on ne les pose pas comme des hypothèses? En fait, parce qu'elles ne sont pas arbitraires. Les axiomes mathématiques ont ceci de particulier ils sont arbitraires. On peut poser ceux-là ou poser d'autres. Après, seulement, on vérifiera si c'est utile pour observer le réel ou pas. Mais on peut les poser arbitrairement. Les idées, elles n'ont rien d'arbitraire. Elles sont d'une nécessité totale. Une fois qu'on a atteint leur être, on a atteint quelque chose de tout à fait stable, et comme on l'a vu aussi, éternel, qui ne changera plus, sur lequel tout le monde peut être d'accord. Donc ce n'est pas du tout une hypothèse, ce n'est pas du tout une condition. On ne dit pas « supposons que les idées soient comme ça, alors hein, on peut en déduire des choses pour les objets sensibles ». Non, ce n'est pas « supposons ». Il faut atteindre justement à cette connaissance où on dit « il est certain maintenant que voici l'être d'une chose, et par conséquent, ça ne changera plus, on peut en déduire des propriétés qui seront sûres. » Donc après être remonté à ce principe anhypothétique qu'est chaque idée, hein, chacune d'elles, on pourra redescendre aussi, et aussi en déduire toute une série de propriétés, toute une série de règles, de relations, etc. Et quelles sont les facultés alors qui permettent de saisir ces deux sections? Platon va faire une différence dans la pensée, qui reste le terme général. Il fait une différence dans la pensée entre ce qu'il appelle, alors je vais le mettre en transcription du grec, parce qu'on a du mal à traduire précisément dianoia, étant dit que ici c'est nous. Et le nous, c'est la pensée qui saisit un objet en une seule saisie immédiate et instantanée, en une seule saisie ramassée. Tout est ramassé dans une synthèse. Par opposition à dianoia, qui est la même racine, mais auquel on ajoute dia. Dia, ça veut dire passer à travers. Et donc, en fait, ceci, c'est une pensée, mais qui chemine à travers tout un raisonnement. Donc, on voit ceci
désigne le raisonnement déductif des mathématiques. Mais ça peut être d'autres raisonnements déductifs aussi d'ailleurs. Donc dianoia, c'est une pensée qui avance progressivement en additionnant des étapes qui découlent les unes des autres. Alors que le nous, c'est une saisie simple. C'est qu'il s'agit, voilà, ramasser, on ramasse l'idée. Mais ce sont deux formes de pensée. Et Platon, un petit peu plus loin, se demandera quel est l'intérêt d'étudier donc d'abord les mathématiques comme préparation à la connaissance des idées. Et il voit au moins trois avantages de commencer par les mathématiques. Le premier, c'est le plus évident, mais en même temps, ce n'est pas inutile de le répéter, c'est que c'est une très bonne gymnastique de l'intelligence. Alors, les mathématiques, ça exerce l'intelligence, ça demande, et oui, ça forme l'intelligence. Donc c'est très bien d'en donner au moins un peu à tout le monde, même si certains ne les aiment pas. Alors, la deuxième raison, c'est que les mathématiques permettent d'être confrontés à des objets qui ne sont pas sensibles. Parce que quand on fait des maths, on travaille dans l'abstrait. Bien entendu, on trace des lignes, des triangles pour se donner un support, mais en fait, on sait très bien que ce sur quoi on travaille, ce ne sont pas ces formes tracées, c'est ce qu'elles représentent de non sensibles, de non épais, de sans épaisseur, donc dans un espace, disons, abstrait. Et même chose pour les nombres. Bien entendu, on sait bien que des nombres numérotent des choses, mais en fait, on travaille sur les nombres de manière complètement abstraite, et c'est ce qui permet aussi d'être aussi précis. Donc, être précis dans une opération mathématique serait impossible à faire sur des objets sensibles. On ne peut pas atteindre une extrême précision à partir du moment où on travaille sur de la matière, la même précision qu'en mathématiques. Donc ça permet de se familiariser avec une pensée qui est abstraite et qui n'a pas recours au sensible pour faire ces déductions. Et alors le troisième avantage, c'est le plus important, c'est celui qui nous rapproche le plus des idées, c'est que les mathématiques nous font nous poser des questions ontologiques. Comment? Eh bien, par exemple, les mathématiques ont affaire à l'un et au nombre. Mais l'un comme unité du nombre, c'est vraiment difficile de comprendre ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire 1? Qu'est-ce que c'est l'un? En fait, on sait bien, aussi bien dans les exemples sensibles que dans les mathématiques, que l'un est toujours en même temps multiple. Un 1 est toujours aussi divisible, il cache toujours une infinité d'autres choses. Donc, qu'est-ce que ça veut dire 1? Si tout ce qui est 1 est en même temps multiple. Et là, on se pose des questions. On se dit, mais c'est quoi alors l'être de l'un? C'est quoi ce qu'est l'un lui-même? Qu'est-ce que ça veut dire en soi-même 1 si on est immédiatement renvoyé à son contraire? Donc, on se pose des questions ontologiques, en se demandant, c'est quoi l'être de l'un? On est dans l'ontologie. Et c'est un autre exemple mathématique, c'est le grand et le petit. Donc là, c'est plutôt en géométrie, quand on compare des formes et qu'on est tout le temps à étudier, enfin tout le temps, peut-être moins maintenant, peut-être plus dans les mathématiques, disons, d'un tout premier stade, d'un premier niveau, c'est vrai qu'on compare du grand et du petit. Mais en fait, on sait très bien on découvre très vite que toute chose est toujours à la fois grande et petite. Si vous prenez la plus petite chose possible, il y a encore plus petit. La plus grande chose possible, il y a encore plus grand. Et l'une n'est petite ou grande que par rapport à une autre à laquelle on la compare. Tout ce qui nous semble petit peut être considéré comme grand si on le compare à du beaucoup plus petit, etc. Donc ce sont des termes relatifs. Donc c'est très difficile de leur donner une définition absolue. Qu'est-ce que ça veut dire en soi-même petit et qu'est-ce que ça veut dire en soi-même grand? C'est une question ontologique du coup. On est renvoyé à l'être du grand et l'être du petit. Et ça, les mathématiciens, ils s'arrêtent avant ces questions. Ça fait partie de leur fameuse hypothèse. Voilà, on suppose connu ce que ça veut dire, cette relation entre grand et petit, et on n'essaye pas de la définir. On renvoie à ça, ou bien on ne le renvoie pas, mais en tout cas, c'est le philosophe qui doit s'en emparer. Donc là, on est renvoyé aux idées. Donc voilà l'utilité des mathématiques pour les idées.
Juste après avoir établi donc cette ligne avec les différents types d'êtres, évidemment, Platon doit encore résoudre pas mal de questions, et notamment la question du rapport entre sensible et intelligible. Ça, c'est une question qui se posera pendant toute sa vie à peu près. Donc, il n'en a pas encore dit grand-chose. Et il avance un tout petit peu, il avance vraiment pas à pas sur cette question. Dans cette œuvre-ci, dans La République, toujours, il va avancer sous forme de la fameuse allégorie de la caverne, qui prolonge vraiment cette idée de la ligne. Donc l'allégorie de la caverne, je la rappelle, tout le monde connaît un peu, je pense, c'est on doit s'imaginer, se figurer des prisonniers qui sont enchaînés face au fond d'une caverne, face à la paroi d'une caverne, avec l'entrée derrière eux, vers laquelle ils n'ont pas la possibilité de se tourner, donc qu'ils n'ont jamais vu, qu'ils ne soupçonnent même pas. Et sur cette caverne, sur le fond de la caverne, ils voient projeter des ombres. Et ils entendent des sons répercutés. Mais ils ne savent pas d'où ça vient. Et en fait, ces ombres viennent d'objets qui sont manipulés, qu'on fait passer devant un feu qui se trouve donc à l'entrée de la caverne. Donc ce sont les ombres projetées par le feu de certains objets qui passent devant, ou toutes sortes d'objets. Mais ils ne le savent pas. Et Platon dit, supposons maintenant que quelqu'un vienne en délivrer un et l'obliger à monter vers l'orifice, vers l'entrée de la grotte, et à regarder non seulement les objets reflétés par le feu, mais aussi le monde réel qu'il y a derrière, et le soleil, la lumière du soleil. Donc déjà, le feu n'est qu'une petite lumière par rapport au soleil, mais regardez même la lumière du soleil, ce qui est illuminé par elle, et le soleil lui-même. Supposons qu'il découvre tout ça. D'abord, évidemment, il va être complètement ébloui, il ne verra rien. Une fois qu'il se sera un petit peu habitué à cette autre chose, il aura du mal à accepter l'idée que ça, c'est la vraie réalité, et que ce qu'il ne voyait avant, ce qu'il considérait comme le seul réel avant, n'était en fait que des ombres, des reflets, des échos de cette réalité. Une fois qu'il aura compris tout ça, et qu'il aura compris la relation de causalité aussi, entre ce qu'il voyait avant et ce qu'il y avait à voir à l'extérieur, la causalité qui est la lumière, une fois qu'il aura compris tout ça, si on l'oblige à retourner dans la caverne avec les autres, il sera extrêmement malheureux. Il n'aura aucune envie de se mêler encore à leurs conversations, qui sont des conversations à propos des ombres. C'est-à-dire qu'entre les prisonniers, ils échangent des idées, précisément des opinions, des conjectures même, n'ont affaire qu'à des ombres, donc ce sont des conjectures sur ces ombres. Et peut-être qu'ils se demandent laquelle est la plus vraie de ces ombres. Mais celui qui revient de l'extérieur, il sait bien que c'est vain comme un questionnement, parce que ni l'une ni l'autre n'est plus vrai. Ce qui est vrai, c'est ce qui est derrière, ce que les autres n'ont pas vu. Donc toute cette difficulté à revenir, Platon l'explique dans ce passage pour lequel vous avez le premier texte là. Voilà donc l'utilité de cette allégorie, donc cette manière imagée, purement imaginaire d'exprimer quelque chose. Maintenant, il revient à son utilité pour le rapport entre les sections de la ligne. Maintenant dis-je, c'est Socrate qui raconte, maintenant dis-je, cette image, mon cher Glaucon, il faut l'appliquer tout entière, donc cette image, c'est toute l'histoire de la caverne, c'est toute la caverne avec ses occupants. Cette image, il faut l'appliquer tout entière à ce que nous disions tout à l'heure, en identifiant le lieu visible au séjour de la prison. C'est une prison, cette caverne, puisque les prisonniers sont empêchés de bouger. Et la lumière du feu qui l'éclaire à la puissance du soleil. Donc, ce qui était les ombres et le feu qui les projette, on va le mettre tout entier dans toute la section sensible. Alors que dans l'allégorie de la caverne, on a un rapport entre ombre et corps. Mais ici, on va considérer justement que ça, c'est toute la section sensible pour pouvoir faire la comparaison avec la deuxième section. Quant à la montée et à la vision des choses d'en haut, donc dans la caverne, c'est toujours une vision de choses sensibles, mais ici, on va la transposer, justement, cette vision, à la montée vers la vision des idées. Donc, si tu la poses comme la montée de l'âme vers le lieu intelligible,
tu ne te tromperas pas sur mon espoir. Alors, attention le mot espoir, sur mon espoir, puisque tu désires l'entendre. Ce n'est qu'un espoir de Socrate, et c'est pourquoi il ajoute juste après, Dieu seul sait s'il est vrai. Il n'est pas sûr que c'est bien de ce rapport-là qu'il s'agit. Il n'est pas tout à fait sûr que cette vision par la pensée, donc vision au sens métaphorique du terme du coup, que cette vision est vraiment possible. Il avance vraiment très prudemment. Voilà donc comme cela m'apparaît. À l'extrémité du connaissable, et avec difficulté, on voit l'idée du bon. Donc ça renvoie à l'analogie précédente. On avait vu que c'était l'idée la plus extrême, c'est l'idée qui est condition même de toutes les autres, donc elle se trouve tout à fait à la fin de l'intelligible, c'est celle qu'on saisit en dernier lieu avec le plus de difficultés. Et une fois qu'on l'a vue, on doit conclure qu'elle est pour toute chose la cause de tout ce qui est droit et beau. Elle qui, dans le visible, enfante la lumière et son producteur. On avait vu que Platon appelle, mais c'est mythologique, mais il appelle le soleil, sur l'analogie, il appelle le soleil le rejeton du bon. C'est comme si c'était un rapport généalogique, alors qu'en fait, bon, c'est un rapport simplement analogique. Et donc, c'est bien le bon qui est responsable non seulement de la pensée, mais aussi par l'intermédiaire de son rejeton. Le bon est aussi responsable, du coup, de la lumière visible. Donc, elle est la cause de tout. Elle qui, dans le visible, enfante la lumière et son producteur, et dans l'intelligible, est elle-même la productrice qui procure la vérité et la pensée. Et enfin, donc toujours il faut conclure, et enfin il faut conclure qu'il faut la voir si l'on veut agir avec intelligence dans les affaires privées ou publiques. Et donc voilà comment aussi Platon redescend de là à la nécessité pour agir politiquement et pour fonder une morale de passer d'abord par l'ensemble de toute cette connaissance dialectique. Donc voilà comment, à nouveau, il justifie le fait que seul le philosophe sera un bon dirigeant pour la cité, puisque lui seul est capable d'appliquer cette bonté, cette beauté, cette justification, cette vérité. Lui seul est capable de l'appliquer aussi dans les affaires courantes. Les autres n'ont jamais affaire qu'à des ombres. Donc ils peuvent bien essayer de discuter sur les ombres de la justice, qu'est-ce qui est plus juste, mais ils n'auront jamais accès à quelque chose de plus sûr, de plus stable que ces ombres. Et du coup, lorsque Platon ajoute que celui qui a été délivré ne doit pas négliger ceux qui restent prisonniers de la caverne, et que donc il faut quand même retourner pour les éclairer, on s'attend à ce qu'à ce moment-là, ils disent il faut les délivrer à leur tour et les mener à la même expérience, et que chacun ait accès enfin à la vraie lumière, au soleil, aux objets physiques. Mais non, et non, il ne peut pas le faire, Platon. Il ne peut pas, puisqu'il a décidé, alors peut-être par cheminement personnel, peut-être par expérience, en tout cas il a conclu que tout le monde n'était pas capable de faire ce chemin. C'est sa position, on l'a vu, c'est sa position politique, tout le monde n'est pas capable d'aller jusqu'au bout de la connaissance. Alors c'est une connaissance ardue, on peut lui accorder ça, mais tout le monde n'est pas capable d'aller jusqu'au bout, donc ne pas négliger les prisonniers, ça ne veut pas dire essayer de les mener jusqu'au bout de la découverte, ça veut dire leur donner un bon gouvernement, justement. Leur donner un bon gouvernement, c'est-à-dire se substituer justement à cette discussion sur des ombres. Parce que quand il aura affaire à la justice, le philosophe, celui qui a vu l'idée de juste, il saura quelles sont les propositions qui sont vraiment justes, qui correspondent vraiment à l'idée, et les propositions qui se présentent comme justes mais ne le sont pas. Lui seul les reconnaîtra. Donc ça, c'est la position de Platon. Encore une fois, c'est ce qui fait sa grande particularité, je pourrais presque dire, par rapport à tous les philosophes, y compris de l'Antiquité. C'est vraiment... il est vraiment assez isolé dans cette proposition. Alors, il ajoute aussi que ces philosophes, ceux qui ont vu le réel lorsqu'ils retournent dans la vie courante, donc l'équivalent analogique de la caverne, lorsqu'ils retournent dans la vie courante, ils sont complètement inadaptés à cette vie. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas envie, encore une fois, ils n'ont pas envie de prendre le pouvoir, on l'a vu, ils n'ont pas envie de diriger, ils n'ont pas envie de se mêler à cette vie-là, à ces discussions-là. Mais pourquoi ils sont inadaptés ? C'est la suite du texte.
trouves-tu étonnant que quelqu'un qui passe de ses études divines, alors le mot divin, on va souvent le rencontrer dans les textes de Platon, c'est dans un sens banal du terme, c'est-à-dire c'est au sens où on dit « Waouh, cette fille, elle est divine hein, cette cuisine est divine ». Bon, c'est au sens de « c'est remarquable, enfin, c'est exceptionnel », mais en fait c'est une qualité humaine, hein, attention. Il ne s'agit pas de dire que tout ça est divin, enfin que tout ça est vraiment de l'ordre théologique. Bon. Quelqu'un qui passe de ses études divines aux médiocres affaires humaines, comment trouves-tu étonnant qu'il ne s'y tienne pas convenablement et paraisse ridicule, avec sa vision encore éblouie cette fois par la lumière trop forte, et avant de s'être suffisamment réhabitué à l'obscurité ambiante, si on le contraint à rivaliser dans les tribunaux ou ailleurs, à propos des ombres de la justice ou des images dont elles sont les ombres, et à contester la manière dont elles sont conçues par ceux qui n'ont jamais vu la justice elle-même. Ce n'est pas étonnant du tout, dit-il. Voilà. Donc, inadéquation, hein, difficulté pour le philosophe de partager sa découverte. Là s'arrête, disons, la partie vraiment ontologique de cet ouvrage, La République, et dans les 3 livres qui restent, donc du 8 au 10, on va avoir un retour à la question de la cité, avec une typologie des régimes politiques et une mise en parallèle systématique de ces formes de régime avec les types d'âme ou de caractère des gens. Et donc on va voir par exemple que le pire des régimes c'est la tyrannie et la pire des âmes c'est l'âme tyrannique. L'âme tyrannique étant celle qui est esclave de ses désirs, incapable de se maîtriser elle-même, et donc c'est l'homme le plus malheureux, c'est l'homme qui a une âme tyrannique, et la cité la plus malheureuse, c'est bien sûr celle qui a un tyran à sa tête. Donc je ne détaille pas tout ça, et c'est là qu'on trouve aussi une condamnation nouvelle d'un nouveau type de la poésie. On avait vu que déjà au livre 3, il y avait une condamnation par Platon, pas de toute la poésie, mais uniquement de la poésie qui racontait des mensonges sur les dieux ou sur les héros, qui présentait les héros comme faillibles, hein, et les dieux aussi, et même comme immoraux à l'occasion. Donc il y avait une critique seulement de celle-là. Mais en fait, ici, muni de cette distinction ontologique, Platon fait une critique ontologique de la poésie en disant que, en fait, toute poésie n'a jamais affaire qu'à cette première section. Que tout ce qu'on peut produire comme image aussi bien plastique que image narrative, ce n'est jamais que dans cette première section. Et donc, en fait, si on raconte, y compris si on raconte comment on peut avoir affaire avec de la matière, avec des corps matériels dans différents métiers artisanaux, celui qui raconte ça, il est en dessous de l'artisan. Parce que l'artisan, il connaît son métier, il sait comment il a affaire avec sa matière et ce qu'il doit en faire. Mais le poète qui simplement raconte un épisode qui met en scène des agriculteurs ou des artisans, il ne connaît même pas leur métier. Donc il fait pire qu'eux. Et donc on apprend encore moins auprès d'un poète qu'auprès d'un artisan. Il y a cette dévalorisation donc, pour cette raison ontologique. Alors, du coup, ça nous fait passer à la notion de création chez Platon. Parce qu'on a l'impression, là, évidemment, que la création est définitivement condamnée. Toute création, évidemment, elle est dans la dernière section ontologique. Donc, est-ce que ça vaut encore la peine de créer quoi que ce soit ? Eh bien, oui. Ce n'est pas le dernier mot de Platon dans la République. Ce n'est pas son dernier mot, parce que, à la fois, juste avant, enfin, on pense que chronologiquement, il y a un dialogue qui vient juste avant et un autre qui vient juste après. Donc, la République est encadrée par 2 dialogues qui, au contraire, valorisent la création, un certain type, en tout cas, de création poétique. Et donc, on va enchaîner directement là-dessus, parce qu'il faut toujours donner une chose et son antidote. Il n'y a pas un ouvrage qui soit la totalité de la pensée de Platon. Alors, le dialogue que constitue un peu avant la République, c'est le banquet. C'est le banquet donc, où il va aussi être question de l'idée, et en particulier de l'idée de beau. Le banquet, là aussi, je pense que le thème est assez connu, hein, c'est une réunion d'amis qui
qui décident pendant une soirée et même une nuit de boire ensemble. Alors ça se faisait, c'était une coutume assez régulière. Quand on avait à fêter quelque chose, bon, voilà, c'est une fête. Là, en l'occurrence, il s'agit de fêter une victoire du tragédien Agathon, dont on a tout perdu malheureusement, mais une victoire au concours de tragédie, donc ça se fête, et on boit. Alors on boit jusqu'à être complètement ivre, et pendant qu'on boit, on se donne toutes sortes d'amusements, d'occupations qui peuvent être des devinettes, des petits jeux de société, ou bien des discours, on rivalise de discours. Donc on s'amuse comme ça. Bon. Et là, ils décident de faire chacun à leur tour un discours sur l'amour, pour célébrer l'amour. Et l'amour en passant par sa représentation mythologique, qui est le petit Eros, fils d'Aphrodite, qui est aussi le petit Cupidon en latin. Cupido en latin veut dire la même chose que Eros. Cupido, c'est le désir. Eros, c'est l'amour au sens du désir amoureux. Ce n'est pas l'amour dans un sens très universel, au sens de l'affection générale qu'on peut avoir. Non, c'est l'amour amoureux, érotique, forcément érotique. Et donc le petit Eros, fils d'Aphrodite, il y a 5 discours, alors il y en a eu plus sur la soirée, mais Platon en rapporte 5, qui tous le célèbrent en faisant le plus beau, le plus charmant, le plus utile, le plus puissant aussi des dieux, plus puissant qui peut lui résister. Donc tout le monde en fait des magnifiques éloges. Et puis c'est le tour de Socrate. Et il dit qu'il va un petit peu décevoir l'Assemblée parce que lui, il n'a pas l'impression que justement ce petit Dieu est le plus beau, le plus utile et le plus puissant de tous. Et alors il passe par l'intermédiaire d'un discours qu'il a lui-même entendu quand il était jeune et qui est le discours d'une prophétesse, une prophétesse qui s'appelait Diotima. Diotima, qui vient d'une cité qui s'appelle Mantinée. Alors, Mantinée, c'est une cité d'Arcadie, dans le Péloponnèse, qui n'a rien de très particulier, si ce n'est qu'elle permet un jeu de mots, pour Platon, un jeu de mots sur le thème de mantis. Vous reconnaissez peut-être le mot la mantique. La mantique, c'est l'art des devins, c'est l'art de deviner l'avenir. Et donc il y avait des prêtresses, des prêtres, des devins, des devineresses, qui étaient capables de dire l'avenir et qu'on disait toujours, du coup, inspirés par un dieu. On pensait que si un être humain est capable de prédire quelque chose, c'est qu'il est d'une certaine manière possédé à ce moment-là par un message divin. Donc une de ces prêtresses, Diotima, avait enseigné à Socrate, quand il était jeune, cette idée que Eros, l'amour ou le désir, ne peut pas être le plus beau ou le meilleur, parce que sinon il ne serait pas désir. Parce que quand il y a désir, c'est toujours qu'il y a manque. Si on désire quelque chose, c'est parce qu'on en manque, c'est parce qu'on ne l'a pas. Et donc, si Eros était le plus beau, il ne désirerait pas la beauté. Le désir amoureux ne serait pas désir de la beauté de quelqu'un. Donc, il y a déjà toute cette notion, évidemment, à réfléchir. Est-ce que le désir est seulement manque? Qu'est-ce que c'est? Quel est le rapport entre l'amour et le manque? Alors, une première indication, c'est que ce n'est pas seulement le manque de quelque chose qu'on veut maintenant. Parce que même quand on possède ce qu'on désire, ce qu'on aime, on continue à le désirer. Alors qu'on pourrait dire, une fois le manque satisfait, c'est terminé, on ne désire plus ou on n'aime plus l'objet qu'on a. Eh bien non, on continue à l'aimer, à le désirer, parce que ce manque se projette sur l'avenir. On a peur de ne plus l'avoir dans le futur. On a peur de ressentir ce manque plus tard. Donc, une définition, on peut dire, du désir, ce sera à laquelle aboutit Socrate, c'est que l'amour, c'est désirer la possession, donc avoir, posséder, de ce qui est bon, et pour toujours, ou pour autant pour tout au long de sa propre vie. Alors, par conséquent, donc, le petit dieu amour,
on peut même pas dire que c'est vraiment un dieu, parce que tous les dieux sont par définition autosuffisants. Ils ne manquent de rien. Un dieu, ça ne manque de rien, ça n'a pas besoin des autres. Donc lui, ce petit amour, on doit un petit peu le faire déchoir de son statut divin et lui donner seulement le statut de divinité intermédiaire, c'est-à-dire un démon, un daimon. Le daimon dans un sens tout à fait, pas du tout péjoratif bien sûr, hein, donc un petit daimon, comme il y en avait plein chez les Grecs, hein, donc un demi-dieu. Et ce statut ambigu qu'il a, Diotima l'illustre aussi par le mythe de son origine. En fait, elle dit que Eros n'est pas le fils d'Aphrodite. On le lie à Aphrodite parce qu'il a été engendré lors de la fête de la naissance d'Aphrodite. Lors de la fête de la naissance d'Aphrodite, tous les dieux étaient réunis et ils banquetaient ensemble, donc ils s'enivraient ensemble. Et l'un d'eux, qui s'appelle Poros, ça veut dire le passage. Le passage. Et Poros, c'est l'ingénieux, c'est celui qui trouve toujours un moyen de faire quelque chose. Hein, l'ingénieux, celui qui trouve le passage, celui qui trouve à se tirer de toutes les situations. C'est Poros. Et donc ce dieu-là, il s'était complètement enivré et il était allé s'endormir dans le jardin. Et voilà qu'arrive Peña, la pauvreté. La pauvreté aperçoit Poros endormi et elle se dit « ça, c'est l'occasion à ne pas manquer, je vais me faire un enfant par lui, comme ça, ça comblera mon manque perpétuel, puisque elle, comme pauvreté, elle se définit par le manque, elle est tout le temps en manque, en besoin. Et donc ça comblera mon besoin d'avoir un enfant qui est fils de l'ingénieux, qui trouve toujours un moyen de s'en tirer. » Et elle se fait faire un enfant profitant de l'ivresse de Poros. Et cet enfant, c'est Eros. Cet enfant, c'est Eros. Et donc, c'est ça, sa double nature. Par la nature de sa mère, il est toujours manque et besoin et désir. Et par la nature de son père, il se donne les moyens d'accéder à l'objet de son désir. Parce que l'amour n'est pas seulement manque, justement. Voilà la réponse. Il n'est pas seulement déficient. Il est aussi ce qui nous permet d'accéder, d'obtenir son désir, ce qui permet d'aller vers lui, ce qui permet de réaliser quelque chose pour avoir plus, pour avoir ce qui est bon, ce qui est beau. Donc l'amour, ça va être une force la plus puissante, la plus formidable des forces pour atteindre ce que l'on désire. Et c'est pour ça que Platon dit il est dans tous les animaux. Tous les animaux ont cette tendance, cette pulsion naturelle à aller vers et à se donner les moyens d'obtenir ce qui est bon pour eux. Donc c'est cette même force d'amour qui régit l'ensemble. Et qu'est-ce qu'il produit? Qu'est-ce qui est le plus important? C'est toujours Diotima qui raconte. Qu'est-ce qui est le plus important dans ce que produit, dans ce que suscite l'amour? C'est qu'il nous fait, dit-elle, engendrer dans la beauté. Tous les termes sont importants. Dans la beauté, elle insiste là-dessus, parce que l'amour ne peut pas avoir affaire à la laideur. Ils sont incompatibles. Quand on engendre, c'est toujours dans la beauté. Et comment ça se passe? Il se fait que tous les hommes sont féconds. Tous les hommes sont féconds de quelque chose, et quand vient un certain âge, quand ils ont atteint un certain âge, ils sentent qu'ils sont prêts à réaliser cette fécondité. Et ils peuvent la faire bien sûr de manière physique, c'est-à-dire engendrer des enfants matériels, ou ils peuvent le faire par l'esprit, ils peuvent engendrer des produits, des créations de l'esprit. Donc ça peut être artistique, intellectuel, ou bien éthique et politique. Hein, créer des lois, créer des propositions morales. Bon. Donc toutes ces créations, c'est de l'engendrement par l'esprit. Et donc c'est ici la contrepartie de ce que je vous disais tout à l'heure dans la République. Voilà une formidable valorisation de la création par Platon. Ceux qui sont prêts à engendrer par le corps, ils vont trouver un partenaire qui va les attirer d'abord par sa beauté. Et voilà l'explication engendrer dans la beauté. Pour engendrer, on va chercher quelqu'un qui éveille notre sentiment de la beauté. Et donc on va essayer de le conquérir et de faire des enfants avec quelqu'un qui nous semble beau. Ah oui, alors dans tous les cas, il s'agit d'un désir d'immortalité. En ça aussi, c'est une extraordinaire valorisation de cette création. Les deux d'ailleurs, aussi bien l'engendrement physique que mental. C'est un désir d'immortalité parce que dans ces enfants, on se prolonge.
se sachant mortel, on se prolonge dans ces enfants. On sait que c'est d'une certaine manière quelque chose de nous qui continue après nous. Et dans ces œuvres, évidemment, c'est au plus haut point le cas. On se prolonge dans ces œuvres, on continue à vivre par ces œuvres. Donc ce désir d'immortalité qu'on a, il a besoin de cette création, de cet engendrement. Et donc ceux qui veulent créer, ceux qui ont besoin d'engendrer par l'esprit, ils vont aussi essayer de trouver quelqu'un qui sera leur partenaire, quelqu'un qui sera beau aussi, mais qui sera plutôt beau par l'esprit et avec lequel, qui va l'aider par le dialogue à créer quelque chose ensemble. Donc on va faire des enfants aussi, ça doit se faire à plusieurs. La création par l'esprit, d'après Platon, elle doit aussi se faire à plusieurs. C'est comme se mettre ensemble pour faire un enfant. Et donc je pense que ça correspond, voilà, ça correspond au texte 2. Donc parmi ceux-là, ça veut dire parmi tous ces hommes qui sont féconds et qui à un certain moment ont atteint l'âge où leur fécondité peut effectivement être mise en œuvre. Donc, parmi ceux-là, lorsqu'il en est un divin, alors divin c'est de nouveau au sens, bon c'est un mortel, c'est pas un dieu, hein, c'est de nouveau au sens quelqu'un de remarquable, qui depuis sa jeunesse a la fécondité de l'âme, donc pas seulement du corps, et que l'âge venu, il a le désir d'enfanter et de procréer. Alors remarquez, les deux verbes ici ne sont pas choisis au hasard. Il y en a un qui est plutôt, qui exprime plutôt le rôle féminin et un plutôt le rôle masculin. Donc l'un c'est plutôt engendrer au sens de la partie masculine, hein, de féconder, et l'autre c'est plutôt enfanter au sens féminin de donner la naissance. Donc il y a les deux qui sont réunis, ce n'est pas anodin. Hein. Ce n'est pas anodin, évidemment, qu'il y ait les deux rôles. Donc, il cherche, je pense, autour de lui le bel objet dans lequel il engendrera, car on n'engendre jamais dans quelque chose de laid. Il préfère donc les beaux corps au lait, du fait qu'il est fécond. Et s'il rencontre une âme belle, noble, bien née, il aime énormément les deux ensemble, donc à la fois le corps et l'âme. Et face à cette personne, il se sent plein de ressources, poros, pour prononcer de belles paroles sur la vertu et sur ce que doit être l'homme de bien et quelles doivent être ses activités. Et il entreprend de l'éduquer. Donc vous voyez effectivement l'insistance première sur des créations plutôt morales. Qu'est-ce que c'est qu'une belle vie, hein? Qu'est-ce que c'est qu'une vie qui atteint la beauté morale? Et il entreprend de l'éduquer. Alors là, il y a une très claire allusion, mais dans tout ce dialogue, une très claire allusion à la relation que les Grecs appellent pédéraste, donc qui est une relation homosexuelle entre un homme d'âge mûr, qui a déjà une expérience de la vie, et un tout jeune homme, alors pas un enfant, hein, un jeune homme de 18-20 ans. C'est très limité dans le temps. On ne peut pas prolonger la relation trop au-delà, ni la commencer trop en deçà. Donc c'est 18-20 ans. Et cette relation, alors c'est une relation amoureuse, mais où il est socialement mal vu qu'elle ne soit que physique. Il est socialement valorisé que l'amant, donc celui qui aime, c'est-à-dire le plus âgé, donne à son aimé aussi toute une introduction à la vie. C'est-à-dire qu'il l'éduque, qu'il lui donne une orientation dans la vie en général, hein, dans le domaine de la vie où il est compétent, ou une introduction sociale, enfin bon. Il faut que ce soit quelque chose d'assez complet pour que ce soit socialement valorisé. Alors, c'était courant à l'époque, hein, ce genre de relation n'était pas du tout prohibé, elle était reconnue, même si elle n'était pas approuvée par tout le monde. Donc ce n'était pas nécessairement approuvé par tout le monde. Il y en a qui, notamment des comédies qui se moquent beaucoup de ça, donc tout le monde n'était pas unanime, mais enfin, tout le monde ne le pratiquait pas non plus. Mais ça n'a rien de choquant, voilà, disons-le comme ça. Ça n'a rien de choquant, c'est quelque chose d'assez banal. Donc ici, c'est clairement, on voit bien que Platon s'oriente vers ça, hein, que implicitement, c'est ça le fond. Je poursuis le texte. C'est en effet, je pense, au contact de la beauté et par sa fréquentation qu'il enfante et procrée ce dont il était fécond quand il est près d'elle et quand il s'en souvient en son absence. Donc aussi bien quand les deux sont ensemble que lorsque l'amoureux se souvient de l'objet de son amour en son absence, il arrive à créer aussi. Donc on voit bien que c'est l'amour qui le transporte et qui l'aide à créer. Et ce qu'il a engendré, il l'élève en commun avec cette personne, de sorte qu'il s'installe entre eux une communauté bien plus forte qu'entre ceux qui partagent des enfants, et une amitié plus solide parce qu'ils partagent des enfants plus beaux et plus immortels, des créations de l'esprit
puis immortel. Et Platon donne des exemples de législateurs très connus comme Solon, Lycurgue ou d'autres bienfaiteurs de l'humanité dans quelque domaine que ce soit, dit-il, chez les Grecs comme chez les barbares. Donc, affirmation universelle, partout où quelqu'un crée quelque chose, dans quelque domaine que ce soit, et le donne à l'humanité, donc comme un bienfait pour l'humanité, en fait, il faut comprendre qu'il l'a engendré pour quelqu'un et grâce à quelqu'un, donc éveillé par l'amour qu'il a eu pour quelqu'un et par la beauté qu'il a émue chez quelqu'un. Donc beauté et amour semblent être vraiment des conditions de la création de quoi que ce soit intellectuel, politique ou artistique. La relation alors entre les deux, vous voyez que celui qui engendre, celui qui crée, c'est l'aîné, c'est celui qui a l'expérience, et l'autre, à quoi il lui sert alors ? Il lui sert en quelque sorte d'inspiration. Le jeune inspire l'autre, il lui inspire son amour. Et d'autre part aussi, c'est pour lui donner des bienfaits que l'aîné crée des tas de choses. C'est par amour de son éducation, c'est pour l'élever aussi, le jeune. Donc il en est à la fois l'inspirateur et le bénéficiaire, le plus jeune. Donc cette relation, on peut la comparer à la relation de l'enseignant et de l'enseigné, même indépendamment de la relation amoureuse. Mais je ne sais pas si ça vous a frappé qu'on a l'impression ici d'avoir une relation inverse de la fameuse maïeutique platonicienne. Je ne veux pas dire socratique parce qu'elle apparaît tard chez Platon, mais elle apparaît dans le Théétète, on la verra plus tard. Mais la maïeutique, si vous vous souvenez, c'est une méthode qui fait accoucher les âmes, qui fait accoucher. Et Socrate, quand il la présente, il dit qu'en fait, lui, il est incapable d'engendrer et de procréer lui-même. Il est incapable de procréer, mais ce qu'il sait très bien faire, c'est aider les autres à procréer. Et donc, sa méthode, c'est d'interroger pour faire sortir des autres leurs connaissances, pour faire sortir ce qu'ils ont eux-mêmes à donner au monde. Mais lui ne peut pas le faire. Et donc, cette maïeutique, c'est la méthode inverse de ce qu'on voit ici. Ici, on voit que l'aîné, celui qui mène en quelque sorte la relation à deux, c'est lui qui crée. Alors que dans la relation maïeutique, l'aîné, celui qui interroge, celui qui mène le dialogue, c'est pas lui qui crée. Il aide l'autre à créer. Alors c'est très intéressant parce que ça veut dire que c'est une double méthode de dialogue. On peut dialoguer pour Platon aussi bien grâce à un plus jeune, plus expérimenté qui dans le dialogue ne mène pas. Grâce à lui, ça peut nous aider à mieux exprimer nos idées. C'est ça en fait l'idée, ça nous permet de mieux nous exprimer, de mieux créer. Ou au contraire, on peut s'effacer, le meneur peut ne faire que s'effacer dans sa propre création et faire créer l'autre. Les deux relations sont des relations dialectiques. Parce que dans les deux cas, on arrive à produire un nouveau savoir ou une nouvelle proposition. Donc c'est un dialogue très très précieux pour ça, le banquet. Alors vous avez vu la dernière révélation qu'a donnée Diotima à Socrate, la dernière révélation, elle nous permet justement de progresser un peu sur ce passage sensible, intelligible, corps, pensée, et sur la manière dont, à partir de cette beauté qu'on voit dans tous les objets sensibles, ou dans les corps, ou dans les personnes, comment est-ce qu'on passe à une création intellectuelle, ou comment est-ce qu'on passe éventuellement à saisir les idées, à la saisie des idées, puisqu'on voit bien que c'est ça l'objectif de la philosophie. Le dernier enseignement de Diotima, il donne une petite indication là-dessus. C'est le dernier... Non, je n'arrive pas tout de suite au dernier texte. Donc, en disant que... donc, celui qui a cet amour de la beauté, il va d'abord l'avoir dans ce qui est le plus familier, c'est-à-dire dans des corps qui sont beaux, des corps d'objets quelconques, mais aussi des corps humains. Il va s'attacher à un corps humain en particulier parce que, justement, le désir amoureux, comme on vient de le voir, le pousse vers une personne en particulier. Mais après, c'est un stade déjà un peu plus élevé d'arriver à se détacher d'une personne particulière pour aimer tous les corps qui sont beaux, pour passer déjà au plus général. Et ensuite, de là, on pourra aimer
toutes les âmes qui sont belles. Alors que ça veut dire une belle âme, c'est un beau caractère. C'est une âme noble qui a de belles activités, qui a de belles pensées, qui a un beau mode de vie. Donc on va aimer ça aussi, d'une manière générale. Et puis on va pouvoir passer à de belles connaissances. La connaissance étant quelque chose de plus difficilement appréhendable dans sa beauté que, par exemple, une belle activité ou un beau spectacle. La connaissance est plus aride, on ne voit pas directement que c'est beau. C'est une beauté qui lui est propre. Donc passer à la connaissance, c'est encore une étape plus élevée, ou si vous voulez, enfin je pense qu'il y a une comparaison là qu'on peut vraiment se permettre avec la sublimation, au sens de la psychologie contemporaine. On passe d'objets qui sont, disons, les plus proches de simples désirs biologiques, puisque au départ, tout de même, l'amour est lié au désir biologique, c'est tout à fait non seulement normal, mais nécessaire, mais on passe de là à de plus en plus de sublimation. On passe à des objets d'amour et de désir et de beauté qui sont de plus en plus éloignés de ce que sont les besoins ou les pulsions biologiques naturelles. Et donc, on entre aussi de plus en plus dans ce qui est le proprement humain. C'est de moins en moins commun avec les autres animaux, de plus en plus proprement humain. Donc cette sorte de gradation, évidemment, elle doit aboutir à la saisie de l'idée, et c'est ça qui nous importe. Donc c'est là le dernier texte que vous avez. Alors, après l'étape de la connaissance, la toute dernière, c'est celle-ci, tourner vers le vaste océan de la beauté et le contemplant. Vaste océan parce que elle est tellement multiforme, cette beauté. La beauté, elle est partout, elle est dans tout. Donc, une fois qu'on l'a vue partout, qu'on l'a repérée dans toutes les choses, aussi bien sensible que les actions, dans tout. Donc, on a ce vaste océan de la beauté sous les yeux. Il enfante dans l'amour de la connaissance inépuisable, donc parce qu'il a aussi l'amour de la connaissance. Il est arrivé à cet amour de la connaissance qui est le propre de la philosophie, philosophos. Il aime la connaissance. Un grand nombre de discours et de raisonnements, on est vraiment au niveau de la pensée, beaux et grandioses, jusqu'à ce qu'il ait atteint assez de force et de croissance pour voir cette science unique, celle du beau que je vais maintenant évoquer. Celui qui aura été instruit jusque-là des choses à aimer, qui aura contemplé toute la succession des choses belles, de la bonne manière, et sera désormais arrivé à l'extrémité des choses à aimer, apercevra tout à coup une beauté d'une nature étonnante. Celle-là même, Socrate, vers laquelle tous ses efforts antérieurs étaient dirigés. C'est Diotima qui s'adresse à Socrate. Qui est éternelle, n'a ni naissance ni mort, ni croissance ni diminution, qui n'est pas belle par un aspect et laide par un autre, ni tantôt belle et tantôt non, ni belle par rapport à une chose et laide par rapport à une autre, ni belle ici, laide ailleurs, ou belle pour les uns, laide pour les autres, mais belle en elle-même et par elle-même, éternellement identique à elle-même, tandis que toutes les autres choses belles en participent d'une manière telle que, en naissant et en disparaissant, elles sont toutes mortelles, éphémères, elles ne lui ajoutent ni ne lui retirent rien, ni ne l'affectent d'aucune façon. Vous avez une description ici, une des descriptions les plus complètes de ce que c'est que l'idée par rapport à tous les objets sensibles qui participent à cette idée. C'est une des descriptions les plus complètes dans l'œuvre de Platon. On voit bien toutes ces propriétés de l'idée par opposition à tout ce qui est relatif dans les objets sensibles. Le beau, il n'est jamais absolument beau. Aucun objet beau n'est absolument beau. C'est toujours pour les uns, pas pour les autres, et puis ça change. Enfin, bon, vous savez tout l'inventaire, ce n'est pas la peine de répéter. Et vous voyez aussi que l'idée de beau, c'est beaucoup plus que le jugement de goût ou le jugement esthétique qu'on a cherché aussi dans certaines philosophies postérieures. Ce n'est pas ça qu'on cherche, on ne se demande pas ici si, d'une certaine manière, il y a une universalité du jugement de goût. Est-ce qu'on peut, d'une certaine manière, arriver à un beau esthétique qui mettrait d'accord tout le monde? C'est pas ça la question. La question, c'est vraiment englober, saisir dans une seule saisie synthétique toutes les formes de beauté qui dépassent complètement la beauté sensible aussi, qui englobe tous les types de beauté dans tous les domaines possibles. Donc c'est ça évidemment l'idée de beau, d'où effectivement la difficulté à y arriver. Et on ne va pas par conséquent la saisir, cette forme unique,
de Beau, on ne va pas la saisir d'une manière logique. Vous voyez que cette gradation, cette élévation progressive, elle débouche tout à coup sur, voilà, on va tout à coup voir une forme du Beau tout à fait étonnante, hein, autre que tout ce qu'on a vu jusque-là. Et on a l'impression que la condition pour y arriver, c'est d'une part d'avoir fait un maximum d'expérience dans tous les domaines, hein, d'avoir engrangé des beautés partielles de partout, et aussi d'avoir cet intense désir d'atteindre à ce qui est commun à toutes. Donc d'atteindre cette sorte de quintessence, hein, comme on dirait maintenant, de ce qu'est la beauté, qui les ramasserait toutes en une. Donc il faut avoir ce désir énorme, hein, cette énorme tendance, cette obsession de la connaissance du beau, et cette énorme expérience pour le trouver partout. Et puis ça serait comme une sorte, ça a l'air d'arriver comme une sorte d'expérience révélée, hein, comme tout à coup on a une révélation, on se dit je l'ai, voilà, je l'ai. Et ce ne sera pas donc une définition hein, en bonne et due forme, dans une forme, une expression tout à fait logique ou linguistique particulière. Ça n'a pas l'air d'être ça en tout cas, d'après ce qui est dit dans ce dialogue-ci. Alors, par la suite, dans d'autres dialogues, Platon donnera des méthodes de définition extrêmement logiques et précises. Et on verra comment les rendre complémentaires avec ceci. Parce que je ne pense pas que ce soit des oppositions, je ne pense pas qu'il ait changé d'avis ou que ça dépende des cas. Non, c'est plutôt qu'il y a une complémentarité en fait, avec une méthode logique, intellectuelle, rationaliste. Hein. On a vu qu'il y avait tout le temps la dianoïa, le nous qui doivent intervenir. Et en même temps, tout à coup, quelque chose comme le moment de cristallisation, hein, le moment où tout se met ensemble, bon, comme certains artistes ou chercheurs scientifiques peuvent le dire, qu'à un moment, tout à coup, après avoir séché pendant des jours et des jours, à leur insu, peut-être à un moment même de détente où ils n'y pensent plus, tout d'un coup c'est là. Je pense que c'est ça aussi que veut exprimer Platon. C'est bien clairement ça. Donc il y a une complémentarité entre ces divers moments. Je vais vous évoquer encore un petit peu un dialogue postérieur, donc ce dialogue postérieur à la République qui complète toute cette information. Je vais en tout cas commencer donc, cette présentation du Phèdre, hein, c'est le dialogue Phèdre. Qui commence là aussi par la question amoureuse, qui commence aussi par poser une question sur l'amour. Et la question donc de l'interlocuteur de Socrate, qui est Phèdre, c'est que penses-tu, Socrate, d'un discours que je viens de recevoir d'un orateur qui s'appelle Lysias, qui est d'ailleurs un personnage historique, c'est un orateur qu'on connaît bien, et dans lequel il me propose de devenir son aimé, hein, donc on est de nouveau dans la relation pédérastique. Il me propose de devenir son aimé et il plaide dans son discours le fait qu'il vaut mieux céder à un homme qui n'est pas vraiment amoureux qu'à un homme qui est vraiment amoureux. Alors pour toute une série de raisons que je vous épargne parce que bon, c'est un peu hors de notre propos, mais donc Phèdre veut avoir l'avis de Socrate là-dessus. Et Socrate commence par abonder dans le même sens en disant oui, peut-être que ses arguments sont bons, etc., que peut-être l'amoureux nuit à son amant, bon, parce qu'il est jaloux, enfin bon, pour toutes sortes de raisons hein, qui sont développées. Mais au bout d'un moment, Socrate se reprend et dit mais je crois qu'on fait fausse route, qu'on n'a pas bien réfléchi. On n'a pas bien réfléchi parce que déjà, on veut se convaincre de quelque chose par un discours, par la rhétorique. Et on n'a pas bien compris comment la rhétorique agit sur l'âme, c'est-à-dire comment elle convainc, comment elle persuade les âmes, hein, comment, en fait, à quoi elle s'adresse, comment elle s'adresse aux émotions et comment elle emporte. Donc on ne peut pas savoir si ce discours argumenté atteint son but ou pas, tant qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est atteindre son but pour un discours rhétorique. Donc il faut savoir ce que c'est qu'une âme. Il faut d'abord savoir ce que c'est une âme. Alors on a toute une longue digression de nouveau, hein, c'est vraiment la structure que Platon affectionne. Hein, commencer une question, puis faire une longue digression, disons, proprement ontologique, et puis revenir à la question. Donc on va revenir à la question, on va répondre finalement. Mais d'abord, savoir qu'est-ce que c'est l'âme. Et là s'introduit une très célèbre allégorie aussi, dont vous avez certainement entendu parler, c'est l'allégorie de l'attelage ailé. Donc c'est dans le Phèdre qu'elle apparaît, cette allégorie. Donc, Socrate dit « c'est trop difficile de nouveau de pouvoir définir directement ce que c'est qu'une âme, c'est beaucoup trop compliqué ou trop long,
de le faire logiquement. Donc ce qu'on va faire, c'est se le figurer de manière imaginaire. Donc bien entendu, il faut le prendre uniquement comme une image et pas plus. Donc on peut se figurer l'âme comme un attelage ailé, composé d'un cocher et de 2 chevaux. Donc les 3 sont munis d'ailes, et avec ces ailes, ces âmes sont capables de s'élever au-delà du réel sensible et atteindre la vision des idées. Vision toujours métaphorique, au sens de saisie intellectuelle, la saisie intellectuelle des idées. Donc on se figure aussi, alors le fait de dire aller au-delà du sensible pour atteindre le pur intelligible, encore une fois, c'est une montée, si vous voulez, en nous-mêmes, dans notre propre faculté de connaissance. Ce n'est pas qu'au-delà des étoiles, Platon imagine qu'il y a un autre monde. Il ne faut pas se le représenter. Enfin, c'est une pure image, bien entendu. Mais ça figure symboliquement l'élévation dans notre propre capacité de connaissance. Et toute la description de cette élévation de l'attelage ailé est basée aussi sur l'immortalité des âmes. Alors l'immortalité des âmes, c'est quelque chose que Platon a déjà argumenté longuement, et pour lui, il estime que même s'il ne peut pas être certain que c'est vrai, en tout cas, il le prend pour principe. Donc il se permet de construire là-dessus. Et en fait, il se fait que les dieux, eux, leur âme, on peut se la figurer de la même façon, si ce n'est que c'est un attelage dont les ailes sont très vigoureuses et ne se détériorent jamais, et donc eux, ils parcourent sans aucun problème tout le chemin qu'il faut, et ils atteignent les idées quand ils veulent, comme ils le veulent. Alors ça se repose sur la mythologie traditionnelle, où on figurait souvent les dieux, effectivement, qui se promènent dans l'univers sur leur char, et c'est lié d'ailleurs à la théologie astrale. C'est-à-dire au fait de considérer qu'il y a une association entre les astres et les dieux, puisque c'est une image tout à fait traditionnelle de dire le char du soleil parcourt toute l'orbe du ciel. Le char du soleil, c'est lié à Apollon, c'est Apollon Phéton, qui parcourt un arc dans le ciel, comme si c'était son char. Et même chose pour toutes les autres étoiles, tous les astres, toutes les constellations donnent l'impression de se déplacer comme ça. Donc on se le figurait de toute manière tout à fait traditionnelle, comme les chars des dieux. Et donc Platon raccroche à ça le train des âmes mortelles, qui sont les nôtres. Enfin, les âmes sont immortelles, mais notre ensemble est mortel. Donc il raccroche à ça le train des âmes humaines. Et donc toutes les âmes humaines s'élancent à la suite des chars des dieux pour essayer de monter le plus haut possible. Et selon la vigueur de leurs ailes, selon l'ardeur de leurs chevaux, elles pourront ou non arriver là où on saisit les idées, là où on voit, là où on saisit les idées. Alors qu'est-ce qui fait qu'elles y arriveront ou non? Alors ça, c'est évidemment la question qui nous occupe nous. Comment on fait pour y arriver? Quelle est la condition pour qu'on y arrive? Alors la condition, elle est d'abord à l'origine, parce que les âmes à l'origine ne sont pas encore incarnées. Elles ont d'abord une vie non incarnée dans un corps. Et leur première chute dans un corps est due justement au fait qu'elles perdent leurs ailes. Et comment est-ce qu'elles peuvent perdre leurs ailes? Eh bien parce que un des 2 chevaux est rétif à la maîtrise du cocher. L'un des 2, donc, tire toujours dans le mauvais sens, il n'écoute que lui-même, il n'écoute que ses désirs, il n'est pas docile, alors que l'autre est d'une belle ardeur, bien docile aux ordres du cocher, donc lui, il s'élève bien, mais l'autre, il tire toujours dans le mauvais sens. Bon. En plus, il y a parfois des cohues, c'est très imagé, il y a parfois des cohues de chars, tout le monde rivalise pour arriver le premier, et donc, en fait, on s'empêche les uns les autres, on s'abîme, donc on peut perdre ses ailes comme ça, ou bien on peut les perdre par de mauvaises actions, voilà, parce qu'il y a une détérioration. L'âme, évidemment, elle se détériore quand elle devient mauvaise, on le sait, donc quand son caractère se détériore. Donc elle perd ses ailes aussi comme ça. Donc la première chute a lieu quand on perd ses ailes. Mais il y a un cycle de réincarnation qui permet aux âmes de, alors une fois le corps mort, de remonter et essayer de se rattraper, d'en voir plus. Et ce cycle, c'est une forme ou bien de cercle vertueux ou bien de cercle vicieux selon les cas, c'est-à-dire que si dans sa vie terrestre, on n'a pas fait tous ces efforts pour maîtriser son mauvais cheval, pour s'élever le plus possible l'âme, eh bien, une fois mort, quand on retournera dans l'âme libre, elle montera moins haut. Et réciproquement, si elle est montée moins haut, elle a moins vu
d'idées. Donc, quand elle rechute dans un corps, elle a moins de notions dont elle peut se souvenir. Elle a moins d'idées qui vont lui revenir. Et donc, on a l'impression qu'il y a un cercle vicieux, on va de mal en pis. Mais pas nécessairement, parce qu'on peut aussi se réélever, hein, on peut y remonter. Et tout ce mythe, hein, de ce cycle des âmes dont le but, finalement, est de ne plus s'incarner, exactement comme dans le bouddhisme, comme dans d'autres, disons, plutôt religions que philosophie. Tout ce mythe, Platon ne l'invente pas. Il l'a trouvé chez les pythagoriciens, et il l'a trouvé dans les sectes initiatiques, qui étaient assez répandues à l'époque, et où on apprenait aux initiés comment se conduire dans leur vie terrestre pour pouvoir au mieux ensuite se conduire dans leur vie sans corps, et pour le moins possible se réincarner. L'idée étant toujours que l'incarnation est moins bonne que la vie de l'âme sans corps. À cela sont liés les préceptes pythagoriciens tels que le corps est un tombeau. Le corps est un tombeau pour l'âme, ou tels que philosopher, c'est apprendre à mourir. Philosopher, c'est apprendre à mourir. Tous les autres vous diront, mais non, philosopher, c'est apprendre à vivre. Mais non, eux, ils sont dans cette idée que philosopher, c'est apprendre à mourir, c'est-à-dire c'est s'entraîner à avoir la meilleure vie dégagée du corps pour ne plus retomber dans un corps après. Donc là, comme je vous l'avais dit, dans toute cette période de la maturité, de toute façon, Platon est très influencé par le pythagorisme qu'il a découvert, surtout en Italie du Sud, et manifestement aussi par des sectes de type orphique, etc., qui enseignaient à peu près la même chose. Si vous voulez d'autres exemples de ce type de cycle des incarnations, on peut les trouver chez Empédocle, par exemple. Chez Empédocle, qui est un Sicilien, et qui est très probablement influencé par le pythagorisme. Bon, mais comment se servir de ça d'une manière plus philosophique, hein, donc en laissant tomber le côté mythologique. Les ailes, bien sûr, c'est le symbole de tout ce qui peut nous pousser à nous élever. C'est le symbole de tout ce qui peut nous pousser à nous élever, donc on peut le prendre comme... enfin, on peut en chercher quels sont les équivalents dans notre vie non mythologique. Et l'indication qu'on trouve dans ce dialogue à ce propos, c'est que ce qui nous aide aussi, ce qui est l'équivalent des ailes, c'est le délire. C'est le délire, c'est-à-dire que la meilleure création, c'est une création qui se fait sous une forme de possession, d'enthousiasme, parce que enthousiasme, ça veut dire, ça contient le mot théos, le mot Dieu. L'enthousiasme, c'est quand on a le Dieu en nous. Hein, c'est quand on est possédé par le Dieu. Donc, une création inspirée, une création enthousiaste est une meilleure création, hein, c'est une manière de s'élever qui est meilleure que de le faire par ses propres moyens. Et il y a 4 formes de délire inspirées par les dieux, à côté du délire commun, banal, par exemple de la maladie. Et chacun de ces délires est rapporté à un dieu, et on va voir que de nouveau, on retombe sur le délire d'amour. Il y a un délire prophétique qui est lié à Apollon. C'est celui de la Pythie, par exemple, hein, ou des autres prêtres ou prêtresses d'Apollon, à qui Apollon permet de voir l'avenir, à qui il communique certaines indications sur l'avenir. Un autre délire, c'est celui qui est lié à Dionysos, qui est un délire guérisseur. Donc Dionysos inspire aussi des guérisons à certaines maladies. Donc c'est lié au mystère initiatique, beaucoup plus. Puis il y a un troisième délire qui est celui des muses. Donc c'est le délire poétique, le délire artistique. C'est celui donc qui nous permet, qui permet ce petit quelque chose en plus, qui fait que la poésie n'est pas simplement une technique, hein, ou que tout art n'est pas simplement une technique. Et puis le quatrième délire, c'est celui qui est suscité par Eros. On retrouve Eros, c'est celui qui est suscité par l'amour. Et ce délire amoureux, donc de nouveau, on retrouve que c'est ce qui nous donne des ailes. Hein. Aimer donne des ailes, l'amour donne des ailes, le désir donne des ailes. Et voilà qu'on retrouve le thème qu'on avait vu dans le banquet, hein, cette idée que lorsque on est amoureux, on a beaucoup plus de puissance créatrice que quand on ne l'est pas. Et voilà pourquoi une simple relation d'amitié, par exemple entre deux personnes, de collaboration amicale, ne donne pas le même effet. Parce que cette relation est trop tranquille, on n'est pas assez transporté,
on n'est pas assez hors de soi, on n'est pas assez extatique, si vous voulez, quand on est dans une relation simplement de collaboration avec quelqu'un. Hein, donc on pourrait dire une dialectique, ça peut se faire entre amis, entre collaborateurs, non. Vous n'aurez pas la même chose. Il faut ce transport, cette exaltation que donne l'amour, et c'est ça les ailes. Donc voilà comment Platon répète à nouveau son message, qui est vraiment le message typique de cette période. Ce qui nous permet de nous élever, c'est l'amour, mais c'est aussi la recherche dialectique. Hein. C'est une recherche dialectique dans l'amour et dans la beauté. Alors, j'abuse une toute dernière fois du temps, juste pour vous dire un petit texte sur la poésie inspirée, parce que ça nous permet cette nuance par rapport à la fin de la République, où on avait l'impression qu'il y avait une condamnation totale. Donc, la nuance, elle est ici, dans un petit texte qui dit ceci. En s'emparant d'une âme délicate et pure, qu'elle éveille et met en transe dans des odes et toutes sortes de poésies, la possession par le délire, lui fait célébrer les exploits des anciens et éduque les générations à venir. On retrouve quand même le précepte platonicien qui est que la poésie doit éduquer aux bons sentiments et pas aux mauvais. Ça tout de même, il ne va pas y renoncer. Mais celui qui s'approche des portes de la poésie, sans le délire des muses, persuadé que la technique lui suffit pour être poète, est un poète manqué, et la poésie de qui a toute sa raison est éclipsée par celle des délirants. Donc voilà une belle réhabilitation tout de même, mais à condition que ce soit l'inspiration qui nous parle. Alors l'inspiration, on n'est pas obligé de penser qu'elle vient des dieux. On retrouve cette idée du naturel, de l'importance du naturel, de l'inné chez Platon. Il y a un naturel artiste, il y a un naturel philosophe, et c'est vrai que si on ne l'a pas, il faudra se résigner à faire autre chose. La question que se pose les artistes aujourd'hui est celle de savoir s'il y a encore une possibilité de peindre ou d'être dans l'art en général, alors qu'un philosophe nommé la semaine dernière, Julien, dit que pour lui, aujourd'hui, c'est un problème qui est déplacé en philosophie. C'est pas un problème d'artiste, c'est un problème philosophique. Et tu peux m'aider peut-être. Voilà, mais là je pense que j'ai compris, puisque tu me l'as montré, que... Voilà, recoller à l'instant ce que tu viens de dire, c'est que cet état de grâce que permet l'art, de muse ou tout ce délire, peut sauver des âmes. C'est à peu près ça que je voulais exprimer la semaine dernière. Tu m'as dit que tu allais bien, Cécile. Et là aujourd'hui, je crois que ça n'existe pas. Enfin, je me comprends, il y a toujours des artistes, il y en a partout, mais 90% meurent dans leur tanière, ça n'intéresse pas du tout le monde dans lequel nous sommes. Enfin, ça, c'est un point de vue, je reviens. Oui, donc ce que voulait dire la citation d'Olivier, donc que la poésie maintenant devait s'affronter à une question philosophique, c'était par rapport à son propre concept, enfin l'art par rapport à son propre concept, c'est-à-dire qu'est-ce que l'art, quoi. De plus en plus, l'artiste est confronté à la question qu'est-ce que l'art, et pas seulement à comment je vais faire, ou comment... Bon, voilà, c'est la question du qu'est-ce que... Voilà, donc l'art, comme les mathématiques tout à l'heure, comme on l'a vu pour les mathématiques, l'art nous ouvre à une question ontologique, quoi. L'art pose la question de son propre être. Qu'est-ce que c'est l'art? Bien sûr. Ouais. Et par ailleurs, effectivement, je crois que toute cette notion de sublimation, l'art, bien sûr, c'est une sublimation, c'est vital. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est qu'une vie qui n'a aucune sublimation? Quelle triste vie et quelle motivation à continuer si on n'a aucune possibilité de sublimation. Donc je pense que Platon atteint quelque chose là, si on le dépouille effectivement de tout son côté, disons, mythologique, éventuellement même normatif, cette idée que l'être humain est caractérisé par un élan vers quelque chose de plus que la simple satisfaction de ses besoins, c'est évidemment, quoi, heureusement. Oui, parce qu'on ne peut pas toujours être amoureux. Alors on n'est pas toujours amoureux. Bon. C'est les non-amoureux qui disent ça. Oui. J'ai une question. Bon, je ne suis pas trop dans le domaine, mais je voudrais savoir, quand vous dites, quand Platon dit, tout le monde ne peut pas faire ce chemin vers le savoir. Quels sont ces arguments?
Et oui, là, ça c'est vraiment extrêmement important. Ça c'est vraiment, c'est ce qui nous fait buter en fait. Hein. C'est ce qui nous fait, comment dire, c'est ce qui nous gêne chez Platon. Cette idée que, alors c'est pas faute, comment dire, c'est pas un jugement. C'est pas le jugement a priori de quelqu'un qui n'aurait pas essayé. Parce que Platon dit toujours qu'il faut essayer d'abord de révéler chez chacun le meilleur de lui-même. Donc il faut vraiment donner à chacun toutes les possibilités pour qu'il puisse épanouir toutes ces possibilités. Et donc tout doit être mis en œuvre pour élever chaque enfant, dès l'enfance, mais après chaque jeune, le plus haut possible pour le mener le plus loin possible dans ses possibilités. Mais il semblerait que ce soit d'expérience que Platon dise qu'il y en a qui vont pas aller jusqu'au bout. Alors ce n'est pas nécessairement par manque d'intelligence, par exemple, ou par manque de talent artistique, comme on disait tout à l'heure. Ben oui, celui qui n'a pas le talent, il renoncera à faire de l'art, mais il fera autre chose. Mais ce n'est pas tellement ce manque-là, enfin c'est aussi celui-là, mais c'est aussi la motivation. Il y a vraiment, quand il parle de cette ardeur dans la recherche, de cet amour du savoir, ou de cet amour de la réalisation, de cet amour de la création, je pense que c'est ça le plus important pour lui. Qu'au fond, ce qu'on peut peut-être voir très tôt chez les enfants, c'est est-ce qu'ils ont l'envie ou pas de faire quelque chose. Et ça, alors bien entendu, il ne faut pas la décourager. On sait que souvent, l'élan spontané est découragé. Et là, ça c'est dramatique de décourager un élan. Mais parfois, il s'émousse tout seul ou bien il n'y en a pas beaucoup. Donc, comment on suscite un élan qui n'est pas là? Voilà, je pense que toute la question est là, mais peut-être que Platon conclut un peu trop vite, que ce n'est pas, enfin qu'il y en a qui n'y arriveront jamais. Peut-être qu'il conclut un peu vite, voilà. Mais il ne faut pas oublier que quand même, quand il propose le type d'éducation qui serait le meilleur, il dit bien que c'est l'éducation qui pousse tout le monde le plus loin possible. Donc en ça, et d'ailleurs dans le reste du Phèdre qu'on n'a pas encore vu, qu'on terminera dans 2 semaines, il y revient sur cette question de l'éducation et c'est important pour lui de dire qu'on fasse le maximum avant de renoncer. Donc, il arrive par la maïeutique. C'est une des méthodes. Oui. Nietzsche aussi, non, a repris cette idée que tout le monde peut y arriver. Oui. Et d'ailleurs, très clairement, quand on lit Platon et qu'on lit Nietzsche, on trouve une parenté, même dans l'expression, la manière de présenter les choses. Nietzsche aussi est convaincu que chacun doit faire ce pourquoi il est fait, que chacun doit trouver son propre bien. Hein, il l'exprime de cette manière-là. Chacun doit trouver son propre bien. Et à partir de ce moment-là, on ne sera pas... il n'y aura aucune raison d'établir une hiérarchie entre ces différentes manières de se réaliser. Il suffit que chacun se réalise. On peut se réaliser dans n'importe quelle activité, pourvu qu'on ait l'amour de cette activité, le plaisir de la faire, qu'on la fasse bien. On peut se réaliser dans de multiples choses, mais il ne faut pas tous viser à la même chose. Tout le monde ne doit pas essayer de se réaliser, d'arriver au même but. Et ceci dit, il y a quelque chose, je pense aussi, qui résulte d'une observation sociale dans cette... enfin, ces 2 philosophes sont... C'est pas pour rien qu'ils sont très en désaccord avec leur société en général. Parce que dit l'ambition sociale? C'est qu'il y a quelques types de vie qui sont valorisés et tout le reste, c'est comme si on avait raté sa vie. Hein. Si on n'est pas arrivé à être tel ou tel, il y a quelques choix possibles, on est quasiment un raté. Et ça, ils s'insurgent contre ça. Ce sont des philosophes qui ont l'air... C'est étonnant parce qu'ils ont une réputation d'élitisme. Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'élitisme? L'élitisme, ça veut dire effectivement que... Alors, c'est ambigu. Hein, ça peut vouloir dire ou bien qu'on pousse tout le monde le plus loin possible, c'est-à-dire qu'on veut que tout le monde soit le plus possible dans l'élite, ou bien ça veut dire qu'on fait une sélection parce qu'on veut qu'il y ait une élite restreinte. Mais le pire là-dedans, c'est de dire que cette élite, elle est très strictement définie par des normes sociales. C'est-à-dire que cette élite, c'est les énarques, c'est les polytechniciens, et tout le reste, il faudra qu'ils se résignent à être... Et peu importe que vous soyez excellent dans votre domaine, que vous ayez des qualités qu'eux ne peuvent même pas rêver d'avoir, voilà, il y a cette hiérarchie sociale. Et Platon, comme Nietzsche, effectivement,
refuse en fait ça. Mais il pense que dans une telle hiérarchie sociale, le problème c'est qu'on ne pousse pas chacun à trouver sa propre voie, justement. Parce que comme tout le monde, dès qu'il est un petit peu, comment dire, bien doué, hein, comme tout le monde est poussé dans la même voie, on n'a même pas une réalisation multiple de biens. Ceux qui sont écartés, c'est de manière négative. Ce n'est pas parce qu'ils ont trouvé quelque chose où ils se réalisent, c'est parce qu'ils ne sont pas capables de se réaliser là où on dit que c'est bien. C'est ça qui est. Et je pense que les deux philosophes se rejoignent là-dessus, parce que les époques étaient déjà similaires, en fait. Qu'est-ce qu'il propose pour sortir de ces hiérarchies sociales? Platon Et Nietzsche. Il propose enfin, chez Nietzsche c'est clair, hein, c'est une réévaluation des valeurs. Réévaluation des valeurs, ça veut dire aussi, on balaye toutes ces valeurs sociales qui disent que voilà, si vous faites telle carrière, vous êtes meilleur que si vous faites telle autre. On détruit toutes les tables anciennes et puis chacun crée ses propres valeurs. Enfin, c'est cette redistribution individuelle, cette ressaisie individuelle de ce qu'on veut être, ce qu'on veut faire, c'est retrouver son propre désir, etc. Et là-dessus, Nietzsche est beaucoup plus explicite que Platon d'ailleurs, parce que Platon ne parle pas trop justement de ceux qui ne sont pas, enfin, de ceux qui vont peut-être se réaliser quelque part, mais dans une activité dont lui ne parle pas, quoi. Voilà. Donc je pense que chez Nietzsche, on le trouve beaucoup plus. Cette idée que c'est à chacun à trouver ses... Alors valeur, ça ne veut pas dire seulement valeur morale, quoi. C'est son propre bien, quoi. C'est ce qu'il estime être pour lui le mieux de ce qu'il peut faire dans sa vie. Hein, que chacun valorise le mieux de à quoi il peut atteindre, comme il dit, hein, deviens ce que tu es, c'est-à-dire ton aspiration la plus haute. C'est ton aspiration la plus haute, mais la tienne, pour toi propre, et jugée par tes propres critères, c'est celle-là qui te définit et que tu dois atteindre. Lui, il est très explicite. Oui. J'aimerais alors revenir au banquet et à l'amour, et à la déclaration d'amour d'Alcibiade, au Silène Socrate, la signification de tout ce qu'il développe, parce qu'en fait Lacan a fait disons, un commentaire extrêmement nourri du banquet, hein, dans le séminaire du transfert, je crois, et j'aimerais que tu reprennes un peu la Galma. Qu'est-ce que ça signifie du point de vue strictement platonicien et non plus, enfin, pour avoir une espèce d'écart avec l'interprétation lacanienne. Oui, alors ça c'est évidemment une partie dont je n'ai pas parlé. Hein. Alcibiade qui arrive en retard au banquet, qui arrive complètement ivre et qui s'excuse d'avance de ne dire que des bêtises. Et puis quand on lui demande donc de faire son éloge de l'amour, il dit que lui va faire plutôt un éloge de Socrate. Et donc il raconte que lui, alors qu'il est le beau jeune homme, hein, le beau jeune homme par excellence, et que Socrate est, comme chacun sait, très laid. C'est là qu'il est effectivement, qu'on fait son portrait en silène ou en satire, donc c'était des représentations vraiment laides. Et donc malgré cette relation inversée par rapport à tout ce qui vient d'être dit, c'est Alcibiade qui est amoureux de Socrate. Et il s'est offert à Socrate qui n'en a pas voulu. Donc je pense que Platon joue à faire des inversions. Je pense qu'il joue à ne pas être trop univoque et trop dogmatique, justement. C'est-à-dire que tout ce qu'il a l'air de dire d'une manière très étroite, en fait, et finalement qui laisse peu de place, si on n'est pas dans cette relation-là, qu'est-ce qu'on fait, etc. En fait, je crois qu'il le subvertit un peu en disant, mais la relation, elle peut très bien s'inverser. Parce que Socrate, en revanche, a essayé d'éduquer Alcibiade. Et on a toujours chez Platon cette allusion au fait que ce n'est pas la faute de Socrate si Alcibiade a mal tourné. Donc Socrate a tout fait pour essayer. Alcibiade était bien parti en étant amoureux de Socrate. Il aurait dû justement profiter de cet amour pour se grandir, et il ne l'a pas fait. Ça n'a dépendu que de lui, etc. Donc je pense que la motivation de Platon dans tout ça, elle est assez transparente. Et elle illustre aussi en même temps, bien sûr, celui qui... comme certaines statues de Dieu, est laid à l'extérieur et beau à l'intérieur. Socrate est très beau à l'intérieur, très très beau par son esprit,
autant qu'il est laid à l'extérieur. Donc il y a aussi, ça brise aussi un petit peu l'idée que de cette continuité, les beaux corps puis les belles âmes, mais non, il se peut que là, tout d'un coup, quelqu'un, il commence à un échelon au-dessus. Pardon ? Justement, ce qu'il y a à l'intérieur de Socrate. Voilà, c'est l'intérieur. Ce qui est désiré par Alcibiade, oui. Et alors, il y a aussi cette relation pédagogique qui est que Platon a plutôt développée du côté de l'amour de l'enseignant pour l'enseigner. Donc, on enseigne mieux si on aime. Mais il y a l'inverse aussi, bien sûr. L'amour de l'enseigné pour l'enseignant le stimule extrêmement à apprendre. Et ça, c'est plus figuré par la relation Alcibiade-Socrate. Mais le fait est qu'elle a échoué. Mais à ce moment-là, au moment du banquet, elle n'avait pas encore tout à fait échoué. Donc Platon pourrait dire, elle était bien partie pourtant, cette relation, pour réaliser tout ce que je dis. Et je ne sais pas si on peut en tirer plus, peut-être, mais... Ouais. Sur la réévaluation des valeurs qui permet une libération peut-être au bénéfice du plus grand nombre. Alors, effectivement, peut-être Nietzsche est plus explicite que Platon là-dessus, mais il me semble que Spinoza, dans l'éthique, est plus explicite et moins ambigu que Nietzsche, qui souvent dit une chose, et puis après dit d'autres choses ailleurs, ou des fois dans le même texte, qui semble dans un sens élitiste, restrictif, hein, et pas élitaire pour tous, comme puisqu'on est dans un théâtre, hein, dans la phrase de Vitesse. Et donc, Spinoza, dans le livre 3, quand il définit, c'est un détour par l'ontologie en fait, hein, pour aller vers l'éthique, quand il définit le conatus, il l'articule à une phrase qui est bien connue, et où il dit il ne faut pas dire que nous désirons une chose parce qu'elle est bonne, parce qu'elle est belle, parce qu'elle... Voilà, mais plutôt que c'est parce que nous désirons une chose qu'elle est bonne, belle, etc. et que donc elle a une valeur. C'est pas un relativisme et une inversion des valeurs comme on peut des fois l'interpréter un peu rapidement ou le voir interpréter rapidement chez Nietzsche, il me semble. Pas du fait de Nietzsche, hein, du fait de lecture un peu rapide de Nietzsche, il me semble, mais en tout cas, il me semble que voilà, chez Spinoza, c'est très clair dans la formulation et dans la manière dont ensuite ça va s'articuler à l'édifice de l'éthique. Alors ça, c'est une remarque très très importante parce que, j'allais dire, bon, bien sûr, on peut toujours faire des rapports avec d'autres philosophies et je suis loin d'être spécialiste de Spinoza, mais ça me fait penser à une articulation intéressante, c'est-à-dire que cette idée que ce n'est pas à cause du... Attendez, ce n'est pas parce qu'un objet est beau ou bon qu'on le désire, mais c'est l'inverse, hein, c'est le désir qui crée le fait que l'objet est bon ou beau. En fait, cette interaction entre le désir et son objet, elle est effectivement pensée à partir de Platon, mais surtout d'Aristote, et elle suscite chez eux la distinction entre ce qui paraît bon et ce qui est vraiment bon. Et tout en fait, la question est dans la possibilité de se tromper sur ce qui est bon pour nous. C'est-à-dire qu'effectivement, tout le monde, en désirant une chose, la considère comme bonne, mais la manière dont elle lui apparaît bonne peut être fausse. C'est-à-dire qu'il se peut qu'en réalité, elle ne soit pas profondément bonne pour lui, mais qu'elle finalement se retourne en son contraire et devienne nuisible. Et pour Platon, c'est un nouvel argument en faveur de la connaissance intellectuelle de l'idée de bon et de beau. C'est-à-dire qu'on ne se trompera plus une fois qu'on saura exactement ce que ça veut dire bon et beau. Mais du coup, ça réuniversalise en fait l'objet du désir. Il faut passer par l'universel. Et donc apprendre à nouveau, ça n'empêche pas de revenir au cas particulier à partir de l'universel, mais il y a ce passage nécessaire, et par conséquent, ça pourrait être un obstacle aussi au fait que chacun puisse connaître son propre bien.
Parce que s'il faut passer par l'idée de bon pour arriver à connaître son propre bien, tous n'y arriveront pas. Et donc c'est là, alors, on n'aura pas cette possibilité de dire chacun, au fond, a la même dignité par rapport à son choix de valeur, par rapport à sa position de valeur, parce que pour certains, ce ne sera pas personnel, ça devra lui venir d'ailleurs. Et ça, c'est encore une fois, on retrouve cette tendance opposée chez Platon, mais, et là par contre, on ne la trouve pas chez Nietzsche, celle-là. Parce que, et chez Aristote, on a un refus de l'idée qu'il faut passer par la notion générale pour arriver au cas particulier. Donc il y a de nouveau cette possibilité. Au contraire, hein, pour lui, la notion de bon, on ne peut la saisir que par analogie, c'est-à-dire que dans chaque cas particulier, elle va être différente, elle va être autre. Donc on ne peut la saisir justement que dans la situation particulière où on est. Il est même impossible de la saisir autrement. Impossible de passer à une notion générale du bon pour lui. Donc forcément, on en est réduit à faire chacun son bon dans sa situation. Donc là, et puis bon, il y a aussi toute une réhabilitation d'une certaine doxa chez Aristote au sens d'une paideia générale, c'est-à-dire ce qui est important, c'est pas d'atteindre le plus haut niveau intellectuel, mais c'est d'atteindre une éducation générale, ou comme on disait peut-être avant, une culture générale, mais plus qu'une culture dans les arts, une culture vraiment générale qui fait que on est capable de s'orienter dans la vie, on est capable de comprendre un discours, on est capable d'argumenter, on est capable de voir où chacun veut en venir. On est capable de bien s'orienter, de voir clair, mais on n'est pas spécialiste intellectuellement. Donc, en gros, j'ai l'impression que ces deux attitudes, elles recouvrent vraiment deux manières de philosopher et qu'on retrouvera alors sous des modalités un peu différentes. Mais... Et juste sur Spinoza, je crois que dans une théorie qui n'est pas souvent bien présentée chez lui, qui est la théorie des genres de connaissances, je crois qu'il a essayé justement de ne pas privilégier la connaissance intuitive, disons, absolue, en disant qu'elle est, c'est sûr, oui, d'une certaine manière, elle permet plus rapidement d'atteindre l'adéquation qui va démultiplier la puissance d'agir, mais chaque genre a vraiment son domaine de pertinence et de son potentiel pour permettre à quelqu'un de réaliser les possibilités de sa nature, dans un sens qui n'est pas forcément essentialiste. Oui, il y avait une question d'Isabelle, je pense. Non, c'était juste pour dire que ce que tu disais sur Platon, moi ça m'avait fait penser à Voltaire, quand il dit dans Candide que chacun doit cultiver son jardin. Voilà, ça ressemble aussi. Voilà, si on prend cette phrase, non pas dans le sens d'une résignation à ne pas aller plus loin, mais dans le sens simplement d'une distribution selon le choix individuel. Ouais. Je ne sais pas si... je pense qu'il y a plusieurs interprétations possibles de cette pensée. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un certain repli sur quelque chose de pas trop aventureux, mais c'est vrai qu'il y a aussi l'idée de retourner à quelque chose de personnel. Ouais. La question du beau qui a été évoquée tout à l'heure me fait penser au marché de l'art. Dans la manière dont on l'évoquait, on dit le beau, c'est en fonction du désir qu'on a de l'objet. C'est ce que j'ai compris dans ce qui était dit tout à l'heure. Est-ce qu'on ne peut pas faire une comparaison avec le marché de l'art où effectivement le désir est là présent et valorise l'objet, donc c'est un objet tout à fait neutre, enfin, qui n'a pas de valeur en tant que tel peut-être. Mais en fait, quand on parle du conatus de Spinoza, il faut quand même voir que c'est quelque chose d'extrêmement large. C'est le propre de tout le vivant, quoi. Enfin, justement, c'est pas impropre, c'est commun à tout le vivant. C'est aussi l'élan vital, quoi. C'est aussi ce qui pousse les animaux vers ce qui va satisfaire leur faim. Donc à ce moment-là, bien sûr, la faim, elle est là avant l'objet. Hein. La faim qui nous pousse à chercher un objet qui va la satisfaire, elle est là avant l'objet.
Donc il faut voir aussi de quel désir on parle et est-ce que c'est pareil pour tous les types de désirs. Je pense que les désirs qui sont socialement institués, par exemple, comme le désir de l'art, surtout dans son aspect, disons, marchand, est-ce que ça répond encore à la même chose? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on suscite comme type de désir avec des objets qui se vendent, voilà, que ce soit l'art ou d'autres objets. Je pense que là, le raisonnement est un peu différent, non, selon... On suscite évidemment des désirs qui sans ces objets-là, ne seraient jamais suscités. Voilà, c'est des désirs qui ne sont pas spontanés. S'il n'y avait pas la production de ces objets-là, le désir ne serait pas suscité, alors que la faim, bien évidemment. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même des différences. Je vois pas tout le monde. Est-ce que ça suffit d'être renvoyé au côté individuel des valeurs, enfin tel que, parce qu'après encore faut-il l'imposer par rapport à tout. On évoquait les normes sociales. Est-ce que ça suffit? Comment ça se passe après pour l'imposer? C'est là où il y a peut-être un peu de petit problème. C'est sûr que l'individu doit toujours tenir compte du social, mais dans un sens qui lui donne aussi bien plus de puissance que moins de puissance. C'est-à-dire que bien sûr, s'il pose ses valeurs d'une manière qui l'oppose, qui vient heurter ou contredire tout ce qui est instauré socialement, il va avoir du mal. Et en revanche, il y a beaucoup de buts qu'on peut se donner qui ne sont réalisables que dans un cadre social. Et qui donc ça joue dans les deux sens. Le fait de tenir compte d'autrui joue dans les deux sens. Aussi bien, beaucoup de choses ne seraient jamais épanouies si on ne le faisait pas avec les autres et surtout grâce aux autres. Et aussi bien, effectivement, si on pose des valeurs qui sont totalement asociales, on aura du mal. Ou il peut y avoir des conflits, bien entendu, aussi entre différents types de valeurs. Mais ça fait partie de l'évaluation de chacun. C'est-à-dire qu'un individu qui dirait... Parce que les valeurs, ce n'est pas exactement la même chose que les désirs. Ce n'est pas l'individu tyrannique qui ne considère dans la vie que la réalisation de tous ses désirs au moment où ils arrivent. Les valeurs, c'est quelque chose c'est quelque chose à quoi on donne de l'importance comme un but ultime de sa vie. C'est pas l'immédiat, quoi. Hein. C'est le but ultime, c'est ce qu'on veut réaliser dans sa vie, c'est ce qu'on veut faire de sa vie, c'est ce qu'on veut comme guide, prendre comme guide de sa vie, la valeur. Donc tout de même, c'est projeté un peu plus loin. Et donc ça demande une certaine délibération, une certaine mise en œuvre, et donc forcément on tient compte de tous les éléments qu'on a à sa disposition. La valeur, elle tient compte aussi des possibilités. C'est pas non plus une chimère, la valeur. C'est pas non plus un délire totalement... Un désir, c'est le lapsus est révélateur. Un désir totalement irréalisable n'est pas une valeur. C'est parce qu'il faut qu'on puisse tendre vers elle. Enfin, bon. Donc, je pense que dans tous ces éléments qu'on doit prendre en compte quand on pose ses propres valeurs, il y a autrui, bien sûr, il y a ce qui est possible. Après, il y a toute la négociation et le jeu de rapport de force entre l'individu et la société, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il estime pouvoir changer de la société parce qu'il pense que c'est nécessaire de le changer au nom de valeurs qui lui semblent meilleures que celles de la société. Donc il y a tout ce jeu-là, bien sûr, qui vient... Bien entendu, ça ne suffit pas de poser les valeurs. C'est un commencement. Après, il y a toute la... C'est ça, mais quand on dit autrui, c'est pas forcément le social, hein, quand tu dis le mot autrui. Tu veux dire, c'est les proches aussi, les gens très proches ou... C'est pas parce qu'on parle des valeurs individuelles qu'on peut réaliser ou tout ça. C'est pas pour ça qu'on est replié, de toute façon. Forcément, autrui est là, mais au plan social, ce qui est de l'ordre de la chape sociale, on va dire du... Voilà, c'est à ce niveau que ça peut être difficile. Bien sûr. Avec quelques individus ou quelques autrui, hein, mais bon. Tu veux répondre à ça? On peut prendre des exemples dans l'art où quelqu'un qui a posé des valeurs. Oui, c'est un vrai problème, ça, effectivement. Comment la réévaluation des
des valeurs peut amener un changement à un niveau social, disons, au-delà de juste les individus qui sont autour de quelqu'un qui peut être un philosophe ou un artiste. Par exemple, quelqu'un, bon c'est paradoxal, mais parce qu'on le rapproche plutôt de Platon, disons, mais après tout ça ne l'est pas, puisque par rapport à ce que tu as démontré, hein, voilà, mais Proust par exemple, il est quand même reconnu comme un écrivain qui, à une époque antérieure même à Virginia Woolf, a accordé de la valeur à des pensées très, très intimes et très fugaces, à la limite du disciple, auquel personne avant lui ne faisait vraiment attention, au point d'en faire le centre d'une œuvre aussi considérable que la recherche du temps perdu. Et donc, on peut dire que Proust a, par son œuvre, changé le regard que chacun qui a lu ou a été influencé par des artistes qui ont eux-mêmes été influencés ou des écrivains qui ont été influencés par Proust, l'attention qu'on peut avoir à nos petites pensées intérieures sur des choses qui semblent dérisoires d'un point de vue de leur utilité sociale extérieure, mais qui, du point de vue de la nourriture spirituelle pour nous, peut être très fondamentale. Et beaucoup de grands artistes, ça a été ça leur travail, d'accorder une valeur et de faire une œuvre autour de choses qui n'avaient pas de valeur pour beaucoup de gens. Et ça, c'est le pouvoir des artistes, justement, d'arriver à modifier la sensibilité de leur époque. C'est parce qu'ils ont une sensibilité tout à fait singulière et qu'ils font passer dans leur esthétique, et en fait, ils arrivent effectivement à modifier notre regard sur la littérature, enfin, là, on parle donc sur la littérature, hein, sur la façon dont on peut justement ressusciter un monde dans un roman, par exemple. Mais je ne vois pas tellement bien le lien, peut-être qu'il y en a un, avec Platon. Cette démarche, ce qu'elle a d'intéressant, c'est de ne pas céder sur son désir. L'artiste n'a pas cédé sur son désir, c'est en ce sens qu'il a pu réaliser une œuvre artistique qui... Oui, d'où l'effet différé aussi. C'est-à-dire que souvent, effectivement, c'est après la mort de l'artiste et non pas de son vivant qu'il se met à être vraiment apprécié, parce qu'il a fallu un certain temps pour que suffisamment de gens aient changé justement leur appréciation ou leur sensibilité. Et pour que ça devienne audible, mais à ce moment-là, alors justement peut-être pour faire le parallèle avec Platon, c'est à ce moment-là justement, on peut dire que un individu comme Proust aura changé la société dans son ensemble, parce qu'il aura aussi changé la considération sociale par rapport aux écrivains, par exemple. Et peut-être que quelqu'un qui aura la vocation d'écrivain aura plus de facilité à la défendre et à la valoriser socialement après Proust qu'avant Proust. Donc, le rapport avec Platon, c'était est-ce que chacun peut trouver son propre bien dans une société, hein, avec évidemment une certaine, avec des obstacles, forcément des obstacles. Oui. La comparaison entre Platon et Nietzsche, c'est quand même... ils aspirent à la même chose, mais Platon l'aspire dans la structure sociale, tandis que Nietzsche veut détruire la structure sociale. Pour Nietzsche, c'est une contrainte, tandis que Platon, lui, on peut arriver à la connaissance, au bonheur, à la vérité, dans la structure sociale, tandis que Nietzsche veut sa destruction parce qu'il pense que c'est une entrave justement à l'individu et à la puissance de l'individu. Je pense que là, ils ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Mais en fait, je ne pense pas que Nietzsche veuille
détruire la structure sociale. Il dit à certains endroits, il dit même très explicitement qu'une société doit avoir une base solide. Et là, on dirait le Platon de la République, quoi. Il faut une base de producteurs qui entretiennent la vie et puis après, qui permettent à d'autres gens d'être dégagés de ces tâches productives. Donc là, il y a besoin d'une structure sociale. Et il est vrai qu'il a, par rapport à sa propre société, une attitude de rejet total, parce qu'il est très lucide sur sa médiocrité, et qu'il ne veut pas se mêler à elle, il ne veut pas être pris dans les mêmes carrières, les mêmes objectifs. Mais ça, Platon aussi. Platon dit aussi, hein, on l'a vu la semaine dernière, que quand le philosophe se trouve dans une société complètement corrompue, le mieux à faire, c'est qu'il se retire et qu'il fasse son œuvre en n'étant pas à son tour corrompu par elle, par la contagion. Donc j'ai l'impression qu'ils ont plutôt un peu la même attitude à vouloir en même temps changer les choses et en même temps se retirer parce qu'ils voient qu'ils n'ont pas de moyens pour changer les choses. Et par ailleurs, Nietzsche, il y a aussi chez lui cette conscience très très aiguë et très explicite du fait qu'il a hérité d'une culture très riche. Et qu'il est heureux d'avoir hérité de cette culture très riche. Et il se rend compte qu'il a fallu toute la civilisation qui est venue avant pour que lui puisse sentir, penser, créer comme il le fait. Il est parfaitement conscient de ça. Donc la société, c'est aussi ce qui a précédé, c'est toute cette culture, cette civilisation qui permet qu'on ne recommence pas au premier stade de l'humanité. On est très avancé et donc on a beaucoup plus de puissance d'exploration parce que tout ce chemin a déjà été fait, c'est ce que Platon appelle aussi tous ces bienfaiteurs de l'humanité, c'est tous ceux qui ont déjà avancé et qui nous permettent de ne pas refaire tout le chemin. Donc tous les deux, ils ont conscience de cette importance de la culture, la plus riche possible, mais aussi qu'il y a des époques où justement le pouvoir de forger les valeurs est tellement occupé par des gens qui les tirent dans un sens médiocre qu'on ne voit pas comment lutter contre, sauf individuellement, voilà, en se disant que peut-être plus tard ça servira. Moi je les sens de nouveau assez proches là-dessus en fait. Effectivement, il y a une proximité sur cet aspect-là, mais est-ce qu'il n'y a pas une grosse divergence sur l'appréciation de l'importance de l'intelligible par rapport au sensible? C'est-à-dire vraiment quand même chez Platon une tendance au dualisme hein, et chez Nietzsche une volonté de dénoncer en prenant Platon comme archétype du dualisme et d'affirmer une sorte de monisme où il n'y a pas d'opposition possible à moins d'être complètement mortifère entre l'essence et l'apparence, l'intelligible et le sensible, etc. Non, c'est certain, et c'est ça qui est intéressant quand on compare ces deux philosophes, c'est qu'il y a à la fois des grandes proximités et puis une différence explosive. C'est vrai, enfin, le mot archétype correspond tout à fait bien. Platon, c'est le type même de l'homme à abattre pour sa construction d'arrière-monde, pour toute cette séparation. Mais cela dit, on va revenir sur la notion de séparation et de dualisme entre sensible et intelligible, parce que en fait, il y a évidemment une nécessité de jointure entre les deux, c'est-à-dire on ne saisirait jamais les idées si il n'y avait pas dans les objets sensibles un effet de ces idées. C'est-à-dire si tous les objets sensibles, c'est ce qui a commencé à être établi ici par cette gradation à partir des beautés sensibles. S'il n'y avait pas ces beautés sensibles, on n'atteindrait pas l'idée de beau. Donc il y a quand même gradation, ça veut dire qu'il n'y a pas séparation. On doit passer de l'une à l'autre, mais le passage, c'est un continu, quoi. Enfin, c'est pas un continu. On n'a pas besoin d'être, enfin je veux dire, on n'est pas dans deux types de réels complètement séparés. L'un se retrouve dans l'autre. Et heureusement, sinon on ne pourrait pas connaître. Alors ça, je pense qu'il faudra qu'on insiste là-dessus pour bien comprendre Platon, c'est quelle est la condition donc sensible pour saisir l'idée.
C'est-à-dire dans quelle mesure on a besoin du sensible pour saisir l'idée. Ça, je pense que c'est vraiment nécessaire qu'on le sache. Parce qu'il y a des choses qui ressemblent quand même déjà à de l'induction. Donc cette méthode qui consiste à atteindre la notion générale par la multiplication des expériences particulières. Et puis à un moment, bon ça va, on a saisi, après avoir vu de multiples êtres humains, on a saisi ce que c'est un être humain. Il n'y a pas eu besoin d'être passé par une définition logique. Et d'ailleurs, on aurait bien du mal à donner une définition logique, mais en revanche, saisir ce que c'est, on le fait. Donc ça, je pense vraiment que ça ressemble un peu à une démarche inductive qui fait qu'on a besoin du sensible. Donc ouais, c'est vraiment une question très très intéressante à approfondir. Chez Platon, le dualisme n'est pas possible, en fait, c'est pas tenable, ou ce serait pas intéressant, parce que ça voudrait dire que nous aussi, on devrait être complètement coupés en deux, c'est-à-dire qu'au moment où on pense, ça ne devrait avoir aucun rapport avec ce qu'on sent quand on sent. Ça n'a pas de sens. Donc, ouais. Ce que tu viens de dire là, ça me rappelle un petit peu le processus de création de Michel-Ange dans ce qu'il appelait le non finito. Il était très très influencé par les idées néo-platoniciennes, on va dire, dans l'académie de Laurent de Médicis. Et il y a une grande partie de son œuvre où il a décidé justement de ne pas achever ses œuvres, c'est-à-dire de laisser l'empreinte de la matière brute et de faire surgir de cette matière un corps qui aurait été idéalement beau, en particulier dans tous ces esclaves qui devaient accompagner le tombeau de Jules II. Et je trouve que ça peut être un peu une allégorie de ce que tu viens d'expliquer. Ah ouais, superbe, ouais. On poursuit dans 2 semaines, attention, pas la semaine prochaine. Et merci beaucoup pour ce débat super riche. À bientôt.